Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Parlons des prix, de la hausse des prix avec nos trois invités, Frédéric Descrozaille qui est député du Val-de-Marne, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, et Nicolas Chaban, entrepreneur, fondateur de C'est qui le patron. On vient d'évoquer depuis 10h30 la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Quelles conséquences pour les producteurs, pour les prix de l'agroalimentaire? Qui veut commencer? Nicolas Chaban? Des conséquences directes, puisque je vous donne un exemple, celui de la laiterie qui rassemble le lait des producteurs. Oui. Emmanuel Vassex nous a montré, nous a prouvé, puisque ça a engendré des centimes pour compenser cette hausse absolument incroyable. La facture d'électricité de la laiterie est passée de 5 millions d'euros par an à 25 millions d'euros. Et là, il estime que ce sera 45 millions d'euros. Donc voilà ce que peut être pour un entrepreneur, un fabricant, une laiterie, l'incidence de ce qu'engendre ce problème global. Et puis, il y a des producteurs qui nous disent, et ça c'est terrible, on doit tous se rendre compte de ça, il y en a de moins en moins des producteurs, 100 000 fermes ont mis la clé sous la porte en 10 ans, 27 par jour. Et il n'y a pas de repreneur. Producteur de lait. Producteur en tout producteur. Tout producteur. Et il y a des producteurs qui me disent, on arrête le lait et on va faire du blé. En quelques semaines. Conséquence de la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Oui, parce que rappelons que l'Ukraine est un gros producteur de blé. En fait, sur la sécurité alimentaire mondiale, c'est 5 zones de production dans le monde. On a 2 à 3 mois de réserve alimentaire dans le monde. C'est 5 zones de production, dont l'Ukraine, qui était traditionnellement le grenier à blé de l'Europe. Donc effectivement, la guerre a mis énormément de tension sur le marché de l'arme alimentaire. Oui. Et si on revient sur l'inflation, avec la loi Egalim 2, l'alimentaire a été sanctuarisé, c'est ce qu'on appelle les matières premières agricoles. Effectivement, là, les distributeurs ne peuvent pas trop jouer avec cette notion, et c'est bien, pour défendre le revenu des agriculteurs. Mais ce qu'on appelle les MPI, les matières premières industrielles, elles ne sont pas sanctuarisées. Donc effectivement, c'est là où se jouent les hausses. Bien, alors les hausses des prix, est-ce qu'il faut... Vous avez... J'ai résumé un peu quels étaient les propos des uns et des autres. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Frédéric Descrozaille, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la France est le pays qui lutte le mieux contre cette hausse des prix. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Vous avez dit, je préfère parler de hausse des prix que d'inflation. Oui. L'inflation, ça porte atteinte à la valeur d'une monnaie. Oui, exactement. L'euro n'est pas en danger sur le marché des devises. Donc on affronte une hausse du coût de la vie. Les salaires ne suivent pas. Et il faut veiller à protéger la capacité des entreprises à investir dans la décarbonation, ce qui est attendu très très vivement, et dans la capacité à recruter. On a des industriels aujourd'hui qui ont du mal à recruter, même sur des postes qui sont traditionnellement attractifs. Donc on lutte très efficacement contre cette hausse des prix. Il faut pourtant ménager une possibilité de la faire passer, parce que les entreprises en ont besoin, et c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas s'inquiéter parce que cette hausse, je ne crois pas du tout qu'elle sera de 15 à 20 points, comme on l'entend dire. On entend effectivement tout et n'importe quoi. En revanche, il va y avoir une hausse de quelques points, c'est certain, le printemps prochain. Elle est absolument vitale pour les entreprises, parce que le revenu, c'est pas que ce que vous dépensez, c'est ce que vous gagnez aussi. Frédéric Descrozaille, elle est vitale pour les entreprises, mais elle est vitale aussi pour le consommateur. Je me mets toujours à la place du consommateur, Yves Puget. Mais l'inflation sur l'alimentaire, elle est là, c'est 14,7% si on regarde les chiffres de février 2023 par rapport à février 2022, selon notre partenaire IRI. Donc l'inflation, elle est là, elle va continuer. Je ne crois pas du tout à la notion de consultant ou d'expert sur Mars rouge. Elle va continuer encore quelques mois, parce que beaucoup d'indicateurs... Je pense jusqu'à l'été. On peut s'attendre, effectivement. Il y a déjà quelques matières premières qui sont à la baisse, donc peut-être que le second semestre sera plus favorable. Je ne crois pas à une déflation, mais au moins ça va peut-être s'arrêter. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui et non, je suis obligé de faire une réponse de Normand. Pour quelqu'un qui a un revenu aisé, l'alimentaire, c'est à peu près 13% en moyenne du revenu des ménages. Une augmentation de 15%, on s'en sort, il faut appeler un chat un chat. Mais quelqu'un qui est en difficulté, l'alimentaire, ça peut être 40 à 50% de son revenu. Donc là, ce n'est pas sans impact important. Donc là, ces personnes, ces ménages sont obligés de faire des arbitrages. Alors il y a des arbitrages à peu près simples, on change d'enseigne, jamais les écarts de prix n'ont été aussi importants, 30% entre les moins chers et les plus chers. Après, on était en marque nationale, on prend la marque du distributeur, on était en marque de distributeur, on prend du premier prix. Mais après, ça va plus loin, et là, c'est néfaste, c'est
on achète moins de produits frais, on achète moins de viande, moins de poissons, et là c'est un jeu sur la santé, on achète moins de produits sains. Donc pour des personnes, c'est inquiétant. Après, il ne faut pas dramatiser pour l'ensemble de la population française. Les prix, il n'y a pas un bouton poussoir le 2 mars au matin où les prix vont monter de 40%. Il est 11h18. Vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas Chaban? Je rajouterais, vous l'avez dit, Oui. il y a une inflation pour les entreprises. Oui. Les consommateurs, c'est un vrai problème. Il faut penser aux producteurs, parce que nous, on le vit tous les jours. Quand vous avez des surcoûts qui augmentent de façon absolument incroyable, l'énergie, les engrais, et que les producteurs ne peuvent pas faire autrement que de augmenter leur prix pour s'en sortir, pour survivre. Là, c'est pas pour faire des bénéfices de fin d'année. Il faut en tenir compte en tant que consommateur. Faisons attention au prix des produits qui n'engagent pas la vie des producteurs, mais faisons en sorte qu'ils n'augmentent pas trop. Mais quand ça engage la vie d'un producteur, il faut aussi sanctuariser sa rémunération, parce qu'on a besoin des producteurs pour nous nourrir tous les jours. Évidemment. Alors, les négociations commerciales entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs vont se terminer le 1er mars, je crois. Alors, contrairement à ce que j'entends très souvent partout, c'est pas le 28 février. Non, vous avez raison. C'est le 1er mars au soir. On entend tout le temps le 28 février. C'est faux. C'est le 1er mars au soir à minuit. Effectivement, c'est le 1er mars au soir à minuit, Yves Puget. Mais ce qui est intéressant, il paraît qu'elle se passe plus difficilement, mais ça c'est pas surprenant, qu'habituellement, ces négociations commerciales, on fixe les prix, en fait. Ce sont les prix des produits transformés, des produits, les prix fixés entre les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs cette année. Ça paraît très difficile. Vous avez des infos? On est le seul pays au monde où effectivement on a une date butoir. C'est unique, il n'y a que la France. Donc le process est simple, c'est début décembre, les industriels doivent déposer leurs tarifs et après il y a X semaines pour négocier. Cette année c'est tendu. Alors on peut trouver plein de raisons. Moi je dis toujours que la première raison, vous allez voir, si un jour on retrouve une bonne santé économique, les négociations elles seront moins tendues. C'est beaucoup plus difficile de négocier de la décroissance que de négocier de la croissance. Donc la première chose c'est l'économie. Après on a quand même un système législatif qui est très très compliqué. C'est une loi tous les 2 ans, mais à la limite je le comprends, parce qu'on fait une loi pour dire il faut défendre le pouvoir d'achat des Français, donc elle est pro-distributeur, pour faire baisser les prix. 2 ans après, on s'aperçoit à juste titre que c'est très bien, mais ça peut avoir des dégâts dans le monde industriel et dans le monde agricole. Alors justement, on fait une autre loi pour faire monter les prix. Alors lors de ces négociations, là je vous pose la question à tous les deux, lors de ces négociations, est-ce qu'on pense et aux consommateurs et aux producteurs? Vraiment ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment des négociations fermées entre... Vous voyez? Merci d'intégrer, parce qu'on a fait 40 ans de négociations en pensant aux consommateurs, ce qui est très bien. L'argent est difficile à gagner, il est précieux, c'est certain. Mais depuis quelque temps, on se rend compte que derrière un produit, notamment agricole, il y a un producteur. Alors, petit scoop étonnant, nous sommes une marque de consommateurs organisée à partir d'une patronne qui est une coopérative, et on ne négocie pas. Alors ça fait sourire certains de vos confrères qui ont fait des reportages. Pourquoi? Parce que on s'est fait expliquer par le producteur, par l'entreprise, le besoin de centimes supplémentaires qu'ils nous demandaient. Donc vous vous rendez compte, c'est pas tellement... Ils se sont pas retrouvés en face du distributeur, ils ont dit aux consommateurs organisateurs de cette marque, voilà ce qu'il nous faut. On est arrivé à concrètement quelque chose de très simple. Les producteurs nous ont dit, il nous faut 9 centimes de plus par litre, sinon, nous ne pouvons pas vivre de notre métier. On en a eu la preuve, il y a des indices, pas, qui permettent de croiser. Et donc le producteur vous a dit, il nous faut 9 centimes, vous avez dit, la brique de lait coûtera 9 centimes de plus. Voilà, 9 centimes de plus. Rappelons que pour nous consommateurs qui consommons 50 litres par an, ça représente 4,50 € par an, 37 centimes par mois. Mais la laiterie nous a dit, il me faut 8 centimes. On est allé chez eux, et c'est pour ça qu'est apparu ce petit cadre rouge que je vous ai amené. Sur votre brique de lait, je rappelle, c'est qui le patron, c'est la marque. Il y a un petit cadre rouge. Ce lait rémunère au juste prix son producteur, et il y a un petit cadre rouge, effectivement. Voilà, et ce cadre rouge, il est important, et on espère que bien d'autres le feront. C'est un cadre qui dit de mémoire, nous consommateurs, nous certifions que ce prix voté permet à tous les acteurs de la chaîne de vivre dignement de leur métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de prouver que chaque centime qui compose le prix est juste. Il n'y a pas de centime qui se perd en chemin. Les producteurs sont protégés. La laiterie qui permet la collecte et la brique est protégée. Voilà. Mais c'est vrai pour le lait. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça pour tous les... C'est très difficile. Ce qui est très sain, en tout cas, c'est le fait, quand Nicolas dit on ne négocie pas,
Cette spécificité française de la date butoir, elle se traduit par une violence qui est de réputation mondiale de la négociation française. Je vais vous dire, il y a pas très longtemps, il y a la patronne d'une PME française qui m'a raconté avoir été convoquée par son acheteur le 24 décembre en fin de journée. Elle est arrivée, elle a attendu. Elle a fini par être reçue par quelqu'un qui lui a dit « Ah ben, on pensait pas que vous viendriez, on va reporter le rendez-vous ». Ça, c'est la négo française. Une autre personne, des gens qui attendent 3/4 d'heure dans les salles surchauffées, des gens qui se font raccrocher au nez. C'est une violence qui est typiquement française. Par les distributeurs ? Mais bien sûr. La consommation, la grande consommation française, c'est un sablier. En haut, vous avez 350 000 entreprises agricoles, des dizaines de milliers de transformateurs. Au centre, le diaphragme, vous avez 4 à 6 acheteurs. Et en bas, 60 millions. De la grande distribution. Les acheteurs de la et en bas, 60 millions de consommateurs. Ce goulot d'étranglement du sablier, c'est un pouvoir, le pouvoir d'achat de la grande distribution, qui détruit de la valeur. Ça veut dire quoi ? C'est la grande distribution qui fixe les prix ? Je préciserai juste Yves Puget. Oui, je préciserai juste quand même qu'il y a la restauration, qui a 9 enseignes de distribution et pas 4, 9 groupes, et qui a les enseignes spécialisées et qui a les marchés. La grande distribution n'a pas le monopole du lien entre le producteur et le consommateur. Mais qui est responsable ? Elle écoute l'essentiel de la consommation alimentaire. Mais alors, je vais aller plus loin, je vais être un peu provocateur. Au-delà de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe dans le monde, qui est responsable de la hausse des prix ? Et qui pourrait, alors je pose la question autrement, qui pourrait modérer cette hausse des prix? C'est ça qui est unique, c'est que tout le monde est... Moi, j'ai jamais vu ça. Je travaille depuis un collective. C'est une responsabilité collective. Mais je travaille depuis quand même un certain nombre d'années sur ce secteur. Je n'ai jamais vu ça. On a déjà connu des secteurs pour des pénuries, de mauvaises météos, où un secteur, les prix augmentent. Mais là, c'est généralisé. Ça a commencé avec le Covid, ça a commencé avec le coût des conteneurs. Après, tous les secteurs, les emballages, il y a des pénuries d'emballages. Donc, ce qui est assez exceptionnel dans le sens rare, pas dans le sens bénéfique, c'est qu'il y a plein de facteurs. On ne peut pas dire il y a un responsable. Oui, j'ai compris. Il y a plein de facteurs et c'est du jamais vu. Et puis, quelle hausse des prix? Dans un magasin, vous en avez plein des références. Oui, c'est vrai. Donc là, et le métier d'un commerçant, c'est j'achète 5, je perds sur 4, je me refais sur le 5e. Cette péréquation entre les marges, ils peuvent jouer là-dessus. D'ailleurs, ils le font. Parce qu'ils vous font une très grosse promotion pour attirer les clients. Puis avec ce qu'on appelle le fond de rayon. Les promotions d'ailleurs. Hein. Les encadrer. Les encadrer. Mais pourquoi vous voulez encadrer les promotions? Parce que l'agressivité d'une promo à moins 80, moins 90%, plafonnée, l'agressivité d'une promotion, ça détruit de la valeur. Aujourd'hui, alors c'est le non-alimentaire qui en a pris plein la gueule depuis 2 ans, parce que on a protégé législativement le prix de la matière première agricole, pas celui de la matière première industrielle, ce que rappelait tout à l'heure Yves Puget. Et du coup, on a des agressivités promotionnelles sur le non-alimentaire, ce qu'on appelle le DPH, la lessive, les couches. Bon. Là-dessus, sur les promotions, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de petits opérateurs qui ne peuvent plus payer, ils peuvent plus s'offrir ces promotions, et même les gros commencent à rechigner. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir des promotions aux consommateurs, il est nécessaire de limiter les coûts publicitaires qui permettent d'attirer les consommateurs. Sachant que quand vous êtes attiré par une grosse promo, vous remplissez votre caddie dans le magasin, et avec ce qu'on appelle le fond de rayon, faut pas se tromper, le magasin, il dégage un faible résultat, mais il dégage un résultat, il gagne de l'argent quand même. Donc ce résultat positif, la péréquation entre les marges, les distributeurs peuvent jouer là-dessus et offrir maintenant, parce que les gens en ont besoin, des efforts sur les produits les plus sains pour s'alimenter sainement. Alors, je vais vous donner la parole, Nicolas Chaban, mais je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que si j'ai organisé ce débat, c'est pour essayer de comprendre pourquoi les prix augmentaient. Ils vont continuer à augmenter. Il n'y aura pas de folie, de dramaturgie particulière, mais ils vont commencer à augmenter et on essaie de comprendre pourquoi ces prix augmentent. Nicolas Chaban. Un mot sur les promotions. Lorsque vous avez des produits agricoles, vraiment, je le dis au nom de tous les producteurs qui me demandent de le dire toujours, quand vous avez un deuxième brique de lait pour le prix d'une, c'est pas le magasin qui vous fait un cadeau, à la fin c'est le producteur, parce que ça crée une pression naturelle qui finira par mettre une pression sur le prix payé au producteur, dans une mécanique un peu longue à expliquer. Donc il faut limiter les promotions. Il faut vraiment, faites attention aux promotions qui engagent encore une fois la vie des producteurs. Sur les produits agricoles, quand on peut s'en passer, c'est essentiel de l'éviter, parce que c'est le producteur qui se voit retirer les centimes que vous économisez de sa poche. Pour le reste, votre question, elle est très simple et très juste. En tant que consommateur, je me mets à la place de tous ceux qui écoutent cette émission. Comment je suis certain, moi, qu'un produit qui augmente
augmente pour les bonnes raisons. Parce que évidemment. Quand même, bon. Évidemment. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, je ne peux pas vous citer un produit dont je suis certain, moi, consommateur, à part, mais celui-ci, parce qu'on l'a organisé ainsi en tant que consommateur, je ne sais pas, moi, si un produit augmente pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs, lorsqu'on est certain que les centimes vont aux producteurs pour l'aider, à une entreprise pour qu'elle protège aussi ses salaires. Nous, on a demandé à la laiterie, est-ce que les centimes que vous nous demandez, ils vont protéger vos salariés? On a demandé à les rencontrer. Donc ce petit travail d'investigation, quand les consommateurs arbitrent, ça donne quoi? Ça donne que cette brique a augmenté, qui aurait dû voir ses ventes baisser. Les 30 derniers jours, c'est les ventes les plus hautes depuis le début de l'initiative. Donc quand on est sûr que nos centimes vont au bon endroit, notamment pour les producteurs, on est prêt à acheter un produit. Mais combien de produits dans les rayons nous assurent de cette transparence et de cette garantie? Il n'y en a pas. Mais bien, oui, je vais vous donner la parole après Yves Puget, mais la transparence. Vous avez prononcé le mot, j'allais y venir, la transparence, le consommateur, je me mets toujours à la place du consommateur. Le consommateur a besoin de plus de transparence. Il n'y en a pas suffisamment sur les prix, effectivement. Pourquoi est-ce que je paie plus cher, je ne sais pas moi, le produit que je vais acheter au supermarché ou ailleurs ou sur le marché? Pourquoi 11h29, nous allons parler de ça. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à 0826 300 300. À tout de suite. Bourdin. Bien, les prix, quand on va faire ses courses, encore une fois que ce soit dans la grande distribution, dans un magasin spécialisé, sur un marché, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que les prix augmentent? Toujours. Alors, on nous dit, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Donc, on essaie de réfléchir à cela ce matin avec nos invités, Frédéric Descrozaille, qui est député du Val-de-Marne, Yves Puget, directeur de la rédaction d'LSA, et Nicolas Chaban, qui est fondateur de C'est qui le patron? Nous allons parler des producteurs tout à l'heure, de la grande cause nationale. Vous voulez faire des producteurs, enfin, de la défense des producteurs une grande cause nationale. Nous en parlerons, Nicolas Chaban, mais je pose toujours, et vous avez posé la question comme je la posais, la transparence sur les prix. Pourquoi est-ce que les prix augmentent? Et quand on achète quelque chose qui tout à coup coûte plus cher, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ça coûte plus cher? On ne sait pas. On ne sait pas. On nous dit ça coûte 5% plus cher. On ne sait pas. Alors c'est facile. Oui, sur la brique de lait, juste prix, rémunère au juste prix son producteur. Là, vous avez joué la transparence. Mais ce que vous faites sur la brique de lait, vous pouvez pas le faire sur d'autres produits. Alors si, on est en train... Si en fait, on l'a fait spontanément. Oui. Encore une fois, quand tu es une marque de consommateur, tu te challenges toi-même. On va faire des visites toute l'année, pas juste pour vérifier ça. On va voir la laiterie en disant pourquoi vous avez augmenté cette partie-là, et on demande de la preuve. On fait la même chose avec les producteurs. Alors, mon voisin n'était pas d'accord, on pourra en parler, mais cette brique de lait que vous avez là, alors vous allez voir, mon voisin va réagir, mais en tant que référence unique, hors promo, hors MDD, c'est Nielsen, l'institut que je crois vous considérez comme tout à fait raisonnable, qui le dit. Cette brique de lait créée par des consommateurs, c'est la brique de lait en valeur et en unité vendue la plus vendue de France. Ça veut dire que c'est pas la marque qui vend le plus, évidemment, en France, mais cette brique de lait solidaire. Cette brique de lait est la plus vendue de France. Parce bien évidemment, je suis pas d'accord. Non, c'est pas la plus vendue de France. Non, il se vend en volume, il se vend à peu près 2,4 ou 2,5 milliards de litres de lait. Le leader doit avoir 20% de part de marché, et c'est qui le patron est aux alentours de 3%. Mais ce qui est une formidable aventure. Je salue l'initiative. Non, je suis obligé de réagir. Monsieur Puget, réagissez. Parle du volume. Parce que bon, vous avez des clients qui sont les grandes marques, peut-être chez LSA, mais la réalité, les marques de distributeurs, c'est pas mes clients, c'est 40% de part de marché. N'insultez pas les producteurs et les consommateurs derrière ça. Cette brique de lait, c'est beaucoup d'espoir. En tant que référence unique, ça veut dire que c'est le code barre. Monsieur Puget parle de Lactalis ou Sodial comme un vendeur global. Cette petite brique de lait, vous la prenez et vous la mettez à côté de ses copines en tant que brique de lait. C'est la plus vendue de France. C'est juste pour l'espoir, c'est pas pour l'exploit que ça représente. Il faut pas dégrader cette réalité. Bon, mais c'est valable. C'est pas l'objet du. Bon, c'est important. Vous l'avez dit, mais maintenant, moi, je repose la question. Mais ce que vous faites sur la brique de lait, vous pouvez pas le faire sur d'autres produits. On a fait une proposition de loi. Après, je rendrai la parole amicalement à tout le monde. On a fait une proposition de loi. Elle est en cours. On était mercredi à l'Élysée. On a déposé cette demande de grande cause nationale
protégeons les producteurs. Oui. Ils nous nourrissent, ils nourrissent nos enfants, ils disparaissent. 100 000 producteurs ont disparu en 10 ans. 27 fermes mettent la clé sous la porte tous les jours et c'est pas possible. Alors comment on a proposé une solution? Si nous, consommateurs, on se retrouve dans l'histoire, alors qu'on n'y était pas depuis 40 ans, et qu'on peut arbitrer objectivement la hausse demandée par l'un, la hausse demandée par l'autre, et qu'on peut témoigner du fait que c'est juste, à ce moment-là, on aura la certitude qu'un produit est au juste prix. Jusqu'à aujourd'hui, le fait que les consommateurs ne sont pas dans l'histoire fait que des gens s'organisent pour nous, mais sans nous. Voilà la proposition de loi qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc vous dites oui, il est possible. Ce que vous faites sur le lait, il est possible de le faire sur tous les autres produits agricoles. Alors, des spécialistes montreront que c'est plus facile sur évidemment les produits agricoles parce qu'on est en direct. Mais pourquoi? Je ne suis pas certain. Mais même sur des produits transformés. Produits transformés, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi le faire. Mais par exemple, sur une voiture ou un téléphone, là, ça deviendrait plus compliqué. Mais occupons-nous déjà des producteurs et des produits agricoles. Bon, mais de toute manière, tout le monde sera d'accord autour de la table, il faut plus de transparence, on est bien d'accord, sur la vérité des prix. Mais une meilleure vérité des prix. Transparence, il la faut, ça je suis entièrement pour. Mais pourquoi c'est compliqué? Mais c'est compliqué, vous allez dire quoi? Sur le lait, vous allez parler, par exemple, vous pouvez parler uniquement du prix au 1000 litres, alors qui a le meilleur prix, 380 ou 450 selon la revue laitière, on pourra en parler. Mais après, il faut aussi parler de la durée des contrats. Donc il y a plein d'éléments. Moi j'ai envie de dire, c'est d'abord la marque, et la marque, c'est qui le patron, par exemple, là, est une marque forte avec une initiative. On n'est pas d'accord sur les chiffres, mais je salue l'initiative parce que ça a impulsé des choses sur le marché. Mais c'est la marque qui doit l'emporter. On ne peut pas tout dire sur un emballage parce que c'est extrêmement compliqué ce métier-là. Oui, non, mais d'accord. On pourrait faire mieux. Les limites de l'exercice. Encore une fois, l'initiative est vraiment à saluer. Elle est absolument remarquable. Oui. Et qu'elle puisse être étendue, ça serait une excellente chose. Je ne pense pas qu'elle puisse être généralisée. Personnellement, je respecte le secret des affaires et la transparence. Quand vous allez jusqu'à combien vous gagnez, je ne sais pas qui veut être complètement transparent jusqu'au bout. La meilleure garantie pour le consommateur, c'est la concurrence. La meilleure garantie que vous avez accès au bon prix, c'est la concurrence. Oui, mais vous pouvez garantir... Jean-Jacques, là, c'est quand même... Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on en a vachement profité de la force de la grande distribution. Moi, j'adore cette histoire, elle est passionnante. 13% de l'alimentation dans le budget des ménages. Aujourd'hui, on est 70 millions. Au sortir de la guerre, on était à plus de 40%. On était 40 millions. Bon, et on a profité des gains de productivité de l'agriculture, nous consommateurs, parce que la grande distribution a transféré ces gains. En écrasant les producteurs. Bon, et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être moins, je comprends, et vous avez entièrement raison, parce que pour les ménages les plus modestes, c'est Yves qui disait tout à l'heure, la situation, elle est dramatique. Parce que quand il s'agit de se nourrir, là, on n'arbitre pas. C'est qu'on touche à ce qui est vital. Et il y a tout un tas de mécanismes d'aide qui doivent être pensés à destination de ces publics-là. Mais on en est quand même à un stade dans l'histoire de notre pays où on se dit, mais ceux qui nous produisent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui produisent, sont-ils assez bien payés? C'est-à-dire que la question, là, en tant que législateur, moi, c'est pas je vais garantir que le consommateur a accès au prix le moins cher pour lui, parce que cette course-là, elle est bien menée, elle a largement été gagnée, on est dans le dur, et il s'agit de rémunérer les acteurs qui fournissent maintenant. C'est-à-dire que là, on est dans une situation d'équilibre où il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Je ne veux pas être... attendez, je comprends très bien la liberté du commerce, le secret des affaires, c'est indispensable, il faut garder. Mais on peut aussi améliorer la transparence. Et aujourd'hui, dans quel état se trouve l'industrie agroalimentaire, l'industrie de transformation alimentaire? Pas en excellent état, les résultats sont à la baisse. Ce qu'il faut comprendre dans ce sujet, c'est qu'il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Et si on regarde l'industrie agroalimentaire française, il n'y aurait pas de Danone, il n'y aurait pas de Lactalis sans la grande distribution. Ça, c'est pour un point. Et le mauvais point, je veux dire, quand je vois monsieur le député sur son projet de loi aller sur les pénalités de logistique, je suis d'accord avec lui, il y a eu des abus. Donc c'est pas les méchants et les gentils. Non mais d'accord, mais Lactalis, des deux côtés. Prenons l'exemple de Lactalis, l'année 2022 pour Lactalis. Lactalis, c'est une entreprise très secrète. On ne sait jamais trop où elle en est. Mais j'imagine que c'est une année encore florissante. Non, enfin, je ne sais pas. Ou alors... non, la difficulté, parce que là aussi, on peut jeter des chiffres à la difficulté... Je n'en jette pas, parce que je ne les connais pas. C'est pas vous, mais la difficulté d'analyser Lactalis, L'Oréal ou Danone... Mais je parle de Lactalis parce que c'est le numéro 1 sur les produits laitiers. Peu importe, on peut regarder, mais c'est la même chose avec Total d'ailleurs. Bon, on peut regarder le chiffre global et regarder la situation française. Et ces entreprises-là, généralement, ne gagnent que très
très peu d'argent ou pas du tout en France et en gagne à l'étranger. Lactalis ne gagne pas d'argent en France. Mais il donne pas les résultats. Probablement. Oui, il ne donne pas les résultats. Non, mais c'est très important. Ce que vient de rappeler Yves, c'est très très important. Parce qu'il est question de l'économie française. Quand on parle de multinationales, alors on pourrait effectivement Nestlé, Coca, Procter & Gamble, tout ce qu'on veut. Il y a des sites de production en France, il y a de l'économie en France, il y a des emplois en France qui doivent dégager suffisamment de résultats. Et effectivement, vous dites, alors on entend les grands distributeurs qui disent Unilever, c'est indécent, il a une profitabilité de 16%. Oui, mais c'est 2% seulement en France. C'est-à-dire et pour vous répondre, l'industrie agroalimentaire, ça fait 10 ans qu'il y a une déflation. Ça fait 10 ans qu'ils encaissent des baisses de tarifs. Pas forcément de prix, mais de tarifs. C'est-à-dire de ce qu'ils cèdent à la grande distribution. Là, il y a un coup d'arrêt à cette déflation, mais heureusement pour cette industrie. L'industrie agroalimentaire, c'est la première industrie de France. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, on a besoin de salaire. On a besoin de cette économie. Donc évidemment, il faut protéger la capacité de ces entreprises, à qui par ailleurs on demande des investissements lourds dans la décarbonation, dans la transition écologique, et il faut qu'ils puissent rémunérer correctement. Là, je me retourne vers Nicolas Chabanne. Est-ce qu'on peut dire que seuls les producteurs sont les victimes ? Les deux bouts de la chaîne, les producteurs et les consommateurs. C'est la surface molle. Vous avez rarement vu de grandes manifestations de producteurs. Ils disparaissent un peu en silence. Un soir, ils se disent en couple, on gagne 300 € par mois depuis très longtemps, on arrête. Et ça, cette disparition en silence, il faut vraiment en tenir compte. Après, vous avez, je veux parler aussi d'autres marques parce que j'ai beaucoup parlé de C'est qui le patron. Vous avez Cantavelote qui est un lait extraordinaire qui aide les producteurs directement. Vous avez Gustatif et Solidaire dans les fruits et légumes. Les produits vrais. Je veux vous dire qu'en tant que consommateur, on n'a pas envie d'être le Coca-Cola du solidaire. On veut que toutes les marques le fassent. Et là, on a un arbitrage possible, si vous me permettez, puisque on est en train de s'inquiéter de ce destin qui nous échappe un peu. Les grandes marques décident avec les distributeurs, les politiques font des lois. Mais en fait, on a un arbitrage beaucoup plus rapide et direct, nos actes d'achat. Si à un moment donné, on achète des produits qui aident des producteurs de façon certaine, qui aident des entreprises à bien payer les salariés, parce qu'il faut peut-être passer un cran. On aura une espèce de chaîne de valeur qui va se reconstituer par le haut, alors que le premier prix, même s'il est nécessaire à des familles qui ne peuvent pas faire autrement, il faut les protéger, eh bien on va enlever de la valeur jusqu'aux PME. Donc il faut se reposer la question de la transparence, de la certitude que mes centimes vont au bon endroit et dessinent un monde qui va mieux. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a ce souci de transparence que l'achat de proximité se développe dans notre pays? Absolument. Quand vous êtes, d'ailleurs, je vous décris un processus, vous avez raison de le dire, qui était depuis des années celui d'acheter à son voisin de la nourriture directe. On sait comment c'est fait, il nous sourit, donc c'est acheté au bon prix. Cette proximité-là, elle est quand même mise à mal par une chose, c'est quand vous avez 100 000 exploitations qui disparaissent en 10 ans, ce sont les plus petits qui disparaissent. Yves Puget le sait, les gros, eux, vont faire plus de lait pour compenser, mais cette proximité, le petit producteur local, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous, et je répète en 1 minute, et je le dis au nom de tous les producteurs, quand vous avez ce patrimoine autour de chez nous, des gens qui nous nourrissent tous les jours, qui nous permettent d'être sûrs qu'un produit est fait dans des conditions saines pour notre santé. En France, oui. Voilà, il faut protéger ce patrimoine direct parce que si on attend que le bateau nous amène du bout du monde un produit dont on ne saura rien, il va y avoir une angoisse beaucoup plus grande. C'est très simple, pour qu'un producteur qui nous nourrit, qui nourrit nos enfants puisse vivre, il faut qu'il puisse se payer au juste prix. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire aucune concession à cette règle, parce que je ne vois pas une cause plus importante que se nourrir tous les jours. Tout le reste est très relatif par rapport à ça. Alors, les négociations et les lois récentes sont pour la première fois partie du producteur, justement. On a essayé de préserver... mais sans le consommateur. Oui, sans le consommateur. Je suis assez d'accord. Je suis désolé. Après, non, je vous rends la parole, mais Egalim a créé la loi à partir, il le disait, Audrey Bourlot de l'Élysée nous a dit, on s'est inspiré de cette démarche des consommateurs. Et on lui a dit, mais pourquoi vous avez oublié le consommateur qui peut arbitrer et qui peut être un... Voilà. Ce qui fait qu'Egalim a été mané dès le départ, c'est que c'était pas... C'est la loi. Il y a eu les ateliers d'alimentation, c'était juste des lois, il y en a eu 2, pour défendre le monde agricole. Ce qui est très, très louable, très bien, mais c'était pas une loi de filière. Le consommateur a été oublié, le distributeur a été oublié, le monde industrie agroalimentaire qui est pourtant au milieu
a été oublié. D'où l'initiative que j'ai prise là en janvier pour aller jusqu'au bout, parce que c'est venu assez tôt l'idée d'aller jusqu'à la chaîne du point de vente entre le fournisseur et le distributeur. Bon, alors, il est déjà 11h45, il me dit, moi le quart, tiens, le panier anti-inflation, je ne sais pas du tout où ça en est, vous allez me dire, peut-être que vous avez quelques infos. Ah, après la pub. Appelez-nous si vous voulez nous raconter comment vous faites vos courses, si en faisant vos courses, vous cherchez l'origine et la raison du prix, enfin bon, comment vous vous organisez? Dites-nous. 0826 300 300, 11h46. Bien, sur les prix, il est 11h48. Moi, je me souviens sur la difficulté que rencontrent certains pour se nourrir, pour faire leurs courses. Moi, je me souviens des promesses du gouvernement. On a d'abord eu la promesse d'un chèque alimentaire. Ça, il a disparu totalement de la circulation, ce chèque alimentaire. Maintenant, on en est à un panier anti-inflation, mais ça peine, Frédéric Descrozaille. Oui, ça peine. Ça peine parce que ça peut paraître simple posé comme ça, et dès qu'on rentre dans la pratique, c'est compliqué. Pourquoi? Pour une raison simple. Ce que disait Yves tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez les produits des marques nationales. Si vous voulez acheter moins cher, vous passez au MDD, les marques de distributeurs, mais qui sont qualitatives souvent. C'est du produit français sain. Et moins cher que ça, vous avez les premiers prix. Et là, très souvent, c'est des produits importés. Donc, si on fait un panier anti-inflation avec une liste de 50 produits de base, du beurre, des œufs, des pâtes, vous allez vous retrouver le plus souvent 3 fois sur 4, 4 fois sur 5 avec des produits importés. Et qui ne correspondent pas aux normes qui sont exigées par les consommateurs. Parce que nous sommes plein de contradictions, Jean-Jacques. Nous voulons moins cher, mais nous voulons de la qualité, nous voulons du local, nous voulons du bio, nous voulons... Du bio, de moins en moins. De moins en moins. Et c'est d'ailleurs pour ça ne marche pas le bio. Donc ce que va devenir ce panier anti-inflation, il va y avoir une annonce du gouvernement le 15 mars, là, qui est en train d'en discuter beaucoup avec les distributeurs. Moi, ce que je préconise... Il y aura un panier anti-inflation le 15 mars. Il y aura une annonce. Je ne sais pas de quoi elle sera faite, parce que d'avoir une liste de produits, encore une fois, pour ne pas tomber dans les premiers prix et de l'importation, ce qui ferait du tort à l'agriculture française, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de cahier des charges, c'est-à-dire de qualifier les produits, et d'avoir en particulier du produit français sain. Bon, et chaque distributeur peut le faire avec ses propres produits, et en particulier avec ses MDD. Donc ça va être compliqué d'avoir un truc qui soit comparable, qui soit simple. Il ne faut pas non plus faire une usine à gaz. Un panier anti-inflation, vous y êtes favorable? Ça reste à quoi ça va servir? Ça reste compliqué. On a publié... Quel produit d'ailleurs? On a réussi... Quel produit mettre dedans? Je vais vous expliquer. On a réussi à avoir le projet d'arrêté qu'on a publié sur le site lsa.fr. Donc 26 catégories de produits, ce qui ferait à peu près 50 produits. C'est-à-dire que pour, par exemple, le beurre, il faudra mettre une référence. Mais sur les fruits et légumes, vous avez 5 références. C'est pour ça qu'on a plus de références que de catégories de produits. Par exemple, mais après, chaque distributeur mettra ce qu'il veut dans son panier. Mais il n'y a aucun engagement de prix bloqué ou de prix bas. Mais il y a Système U qui propose déjà un panier anti-inflation. Sur de prix bloqués et avec plus de 100 références. Oui. Mais c'est là toute la difficulté. Après, ça peut faire un flop. Donc logiquement, le 15 que les fruits mars... et légumes, on mettra des produits importés, quoi. Alors, les fruits et légumes, là où il y a une marge de manœuvre de la part des distributeurs, si on prend les fruits et légumes, c'est un bon exemple, dans le frais alimentaire, c'est les fruits et légumes qui financent la viande et le poisson. Dans un supermarché, dans un hyper, la viande et le poisson perdent de l'argent, les fruits et légumes en gagnent. Il y a ce que je vous parlais, la péréquation sur une démarche anti-inflation, alors que les fruits et légumes c'est sain et que les Français n'en mangent pas assez. On pourrait demander aux distributeurs, c'est ce que fait le gouvernement, dire faites un effort sur les produits les plus sains et déplacez vos péréquations pour que vous dégagiez moins de marge là où vous gagnez de l'argent sur les fruits et légumes, quitte à en perdre moins parce que oui, le poisson typiquement c'est une viande qui est saine et ça apporte des protéines animales, on en a besoin. Donc, et effectivement, comme le disait Yves, chaque distributeur va avoir sa propre politique, ce qui rend la lisibilité de l'opération compliquée. Le mérite de cette affaire, Jean-Jacques, c'est que là, ça fait l'objet de discussions assez tendues et assez dures entre le gouvernement et les distributeurs, pour que les distributeurs s'engagent dans une démarche et apportent la preuve du fait qu'ils se mettent à la portée des bourses les plus faibles sur de l'alimentation saine, pas sur le Coca, Ferrero et... Ils se sont vus lundi à Bercy et l'objectif, Bercy a dit aux distributeurs, faites-nous des propositions, vous avez jusqu'à vendredi, donc jusqu'à aujourd'hui, pour qu'effectivement cette
cet arrêté soit en fonction le 15 mars au matin jusqu'au 30 juin. C'est le temps de la forte inflation. Après, il faut préciser qu'en plus, c'est pas obligatoirement un panier national. Les distributeurs sont libres. Donc, dans une même enseigne, vous pouvez avoir des paniers qui seront différents. Mais là, on peut aller pousser avec des produits différents. Avec des produits différents. Mais si des distributeurs sont malins, ils peuvent contourner un tout petit peu, mais intelligemment. C'est-à-dire, j'ai un magasin, un supermarché en Bretagne, je peux très bien ne mettre que des produits bretons. Donc, ce qui sera intéressant. Vous pensez à qui, là? On va aller dans le Nord, on pourrait trouver une autre enseigne dans le Nord. Mais soit ils jouent le jeu dur et dur, c'est le panier anti-inflation, ils ne mettent que des premiers prix et des MDD. Soit ils sont un petit peu plus subtils et comme ils seraient dans l'obligation de le faire, ils vont se dire on va contourner la chose en valorisant des produits locaux, des produits français. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en priorité dans ce panier des produits dits essentiels pour la santé? Les catégories de produits, ce sera des produits essentiels. Ce sera voilà. Que des produits essentiels. Il n'y a pas d'alcool, par exemple. Non, sans penser à l'alcool. Il y aura des brosses à dents, oui, absolument. Il y aura l'hygiène beauté. On peut leur donner une idée d'ailleurs complémentaire. J'aimerais voir ce que deviendrait en rayon un panier avec des produits qui nous assurent, encore une fois, à nous consommateurs, qu'en les achetant, il y a toute une cascade positive du producteur à l'entreprise qui paiera bien ses salariés. Le succès serait absolument immense. Désolé, mais je vais redire encore une fois, et on aimerait tellement que ça inspire d'autres fabricants. Quand nous, consommateurs, on a créé un produit dont on assure une transparence totale sur chaque centime, que ce soit à la laiterie, chez le producteur, à tous les niveaux, quand vous savez qu'en achetant ce produit, il n'y a pas un centime qui part dans des bénéfices de fin d'année, on est dans un principe où tout est rassemblé et tout repart vers les producteurs en fin d'année. On a relivré 1 300 000 € l'année dernière pour les producteurs. Eh bien, étonnamment, alors que la brique est un peu plus chère, elle devient, et j'enverrai tous les chiffres amicalement à Monsieur Puget pour qu'il puisse les publier, ça devient la référence la plus vendue en France. On se fiche de la notion de chiffre, c'est pour le symbole. Le panier, premier prix pour les familles qui ne peuvent pas faire autrement, il est sans doute une bonne idée. Mettons un panier de produits où on est certain, encore une fois, en achetant, que les producteurs seront heureux, mais les salariés protégés aussi, dans des entreprises françaises. Voilà, c'est une création de valeur qui nous sortira de cette situation globale. C'est pas des économies forcées à tous les niveaux qui détruisent de la valeur des producteurs jusqu'aux entreprises. Chez vos concurrents de grandes marques, je vais trouver aussi des producteurs heureux. Donc comment on va qualifier les producteurs heureux alors là, c'est pareil. Je peux vous dire, le témoignage direct des producteurs. On s'est fait une règle, nous. C'est personne qui dit à la place du producteur. On va faire des visites les yeux dans les yeux. Le lundi à Gare de Lyon, on ne se connaît pas. C'est pas juste les gens de C'est qui le patron. Et les yeux dans les yeux, quelqu'un dit, qu'on découvre ce matin-là, monsieur, à ce prix-là, vous gagnez vraiment votre vie. Rappelons que c'est 54 centimes par litre, le prix qui doit être payé à des producteurs en France. Au moment où il n'y avait pas le salon de l'agriculture, qui ouvre donc là, demain, on a été voir des industriels avec des producteurs français. Moi, j'ai fait un papier, c'était avec l'Aise, donc ça appartient à Pepsi, donc l'usine n'était même pas en France, c'était en Belgique, mais c'était un producteur de la Somme, et c'était un producteur heureux. On en voit des producteurs heureux qui travaillent avec des grandes marques. Et qui travaillent avec des marques de distributeurs. Et des marques de distributeurs. Mais évidemment. Escrozaille avait raison. Évidemment. Il y a plein de PME françaises qui font des marques de distributeurs et qui font de très bons produits. J'ai un petit scoop là à vous donner, c'est que il y a des MDD qui travaillent aussi la transparence, vous avez raison, et des grandes marques. Mais il suffit qu'on le sache, nous consommateurs, pour aller vers ces produits. On ne le sait pas. Comment on en est certain? La com donne une impression de pub, alors que si on vérifie, c'est une autre forme de communication. Un petit scoop, Carrefour, qui est une grande enseigne, s'interroge beaucoup et veut, sur sa MDD, offrir une transparence qui ira sur le principe là, de ce qu'on a fait avec cette marque de consommateur et qui nous permettra d'être sûr qu'un produit, notamment MDD, paye au juste prix le producteur. Donc les produits Carrefour, c'est à l'étude, on en parle et il faut espérer. Ça va bouger la grande distribution. Tout le monde le fera et c'est très important qu'il le fasse. Il y a eu un distributeur qui l'année dernière a fait le Rémunérascore sur son produit, mais quand on lit les petites lignes, c'est comme les contrats d'assurance, il faut regarder en bas à droite ou en bas à gauche. C'est uniquement, d'abord, c'est un distributeur qui ne fait quasiment que des marques de distributeurs, et c'est uniquement dans le cas d'accord tripartite. Donc j'imagine qu'à partir du moment où le producteur signe un accord tripartite, il est content de sa rémunération. Bien sûr. Donc 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Ce que dit Monsieur Puget est très juste. On voit encore que dans ce cas-là, on se pose une question. Le distributeur dit quelque chose. Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouvrez-nous, à nous consommateurs bienveillants, ayant un peu de temps, les portes des coulisses de ces accords. On dira
à tout le monde que c'est un produit juste et équitable. On le dira au même titre qu'on le dit pour nos produits, c'est qui le patron. Frédéric Descrozaille. Oui, sur les marques des distributeurs, effectivement, ce qu'on peut vérifier en plus, parce que c'est vertueux, ces contrats tripartites. Là où on a effectivement les trois acteurs qui signent en même temps, producteur, transformateur, distributeur. Ce qu'on peut constater sur l'année 2022, où les prix ont quand même beaucoup monté, c'est qu'il y a une migration de la consommation vers les MDD et vers les premiers prix. Les marques de distributeurs et les fameux marques de distributeurs, les distributeurs prennent des marges confortables. Tout le monde gagne de l'argent. En 2022, c'est là que les hausses de tarifs sont le mieux passées. Oui. C'est-à-dire que les distributeurs se font la guerre sur les marques qui ne leur appartiennent du consommateur, pas. Parce qu'il y a une confiance du consommateur dans les marques de distributeurs. Alors, sur les premiers prix, ils ne gagnent pas d'argent, à ma connaissance. Non, sur les marques de distributeurs, vous avez raison, ils gagnent de l'argent. Sûr. Après, pourquoi ces marques, les prix augmentent plus rapidement? C'est que le coût matière première est plus important. Parce qu'il n'y a pas les frais de commercialisation, il n'y a pas les frais de marketing, de recherche. C'est là où les clauses de renégociation se passent le mieux. Les hausses sont le mieux passées. Mais c'est là où on n'a pas de négociation annuelle. C'est très bien. Merci, messieurs, d'être venus nous voir. Nous allons essayer de débroussailler un peu ce problème du prix, de la hausse des prix. Merci d'être venus. Vous êtes sur Sud Radio, il est 11h58, un peu de pub et ensuite je reçois Lucas Aubin qui est spécialiste de la Russie. Nous allons évidemment revenir sur ces 1 an de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et 11h58.